Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour cette première émission du coup de l'année 2022. Bienvenue, on est le 6 janvier, ça fait plaisir de vous retrouver, soyez les bienvenus. Dans cette émission politique, on va parler d'un milliard de trucs, on a des invités de très grande qualité qui vont nous rejoindre sur le plateau au cours de l'émission. On a plein de trucs à se dire, toujours avec les plus beaux et les plus belles. En commençant par Léa, salut Léa. Bonsoir. Bonne année. Comment ça va? Ça va bien. Passez des bonnes vacances? Ah ouais, nickel, j'ai appris à skier. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu sur Twitter, c'était tes premières vacances au ski. Alors Ouais. Et ben, je me suis cassé la gueule une fois en 4 heures. D'accord. J'étais assez contente. D'accord. Avec un cours, avec un prof. Et le lendemain, j'ai voulu recommencer, je me suis cassé la gueule direct. Bon, j'ai recommencé toute seule. Et là, du coup, j'étais là, bon, ok. Tu t'es rien pété? Non, j'ai eu de la chance, je me suis rien cassé, mais je me suis bien amusée en tout cas. Puis j'ai recommencé le lendemain avec aussi un cours. Et c'était fun. Bah c'est cool, et bah écoute, Voilà. félicitations, bah écoute, très bien, très content de te retrouver du coup pour cette nouvelle année à nouveau. Carrément. Avec nous aussi Usul, salut Usul. Salut. Ça va? Qu'est-ce qu'on Oui. va le foutre? Je cherche mon stabilo. Mais T'as pas stabiloté Libération aujourd'hui? Si, j'ai stabiloté, mais c'est au cas où j'ai une autre envie de stabiloter quelque chose. Moi, j'ai rien appris pendant les vacances. T'as rien appris? J'ai rien appris à faire de particulier, il me semble. D'accord. Voilà. Tu Donc sais déjà rien tout. à raconter. J'ai passé 2 semaines à plutôt rien foutre. Et c'est sympa. C'est vraiment sympa. Tu sais, Ça fait du ne bien. serait-ce que pas venir à Backseat. C'est bien, hein, mine de rien. Parce que toi, je rappelle que tu viens de Lyon, Bah, tu je viens tapes de Lyon à aller-retour chaque fois, en donc c'est TGV. Ouais. 2 heures de train aller, 2 heures de train retour. Et l'idée de ne pas prendre le train pendant les vacances, c'était... moi, c'est ça mes vacances. Du coup, c'est moi qui l'ai pris le train pour venir te voir. Exactement. Et ça, c'était cool. Ah. Voilà, il a fait un petit week-end à Lyon. Bi, 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 bi. Et c'était moult sympa. Et donc voilà, avec nous également Adèle. Salut Adèle. Salut. Bienvenue sur Backseat. Merci. Donc Adèle, tu fais ta première émission ce soir avec nous. Et ben ouais, moi j'ai appris que je venais à Backseat moi pendant ces vacances. Et du coup, t'as passé des bonnes vacances? Et du coup, j'ai passé des vacances exceptionnelles. J'avais hâte de vous découvrir et de vous retrouver aujourd'hui. Bon, du coup, Adèle, t'es qui? Raconte-nous. Je suis qui? Alors moi, je suis consultante en communication et non, je modère également des conférences, mais j'ai un passé en politique parce que j'ai travaillé. Obscur. Un passé Il va hyper falloir obscur. Non, j'ai travaillé au Sénat, en cabinet ministériel et en diplomatie. Et puis ensuite, je me suis un petit peu éloignée de la politique. Et puis aujourd'hui, je suis très contante de revenir pour en parler. T'as bossé pour qui? Commenter. La transparence, c'est l'air de la Allez, on transparence. balance Alors, les Louis de dossiers Brossiat, sénateur de la Côte d'Or. Je pense que formidable, je vraiment, connais, là, alors, pas du vraiment, tout. je pense que ça vous parle énormément. Meilleur côté. Non, mais j'ai également travaillé pour Alain Juppé, qui est à peine C'est plus qui connu. Ah, le Bah, chauve. Ça me dit quelque chose. Ah bah tout de suite, ah bah bravo, super. Oh. Voilà, donc Alors, c'était au Juppé, à ministère, l'époque où il était ministre. au ministère de la Défense puis des Affaires étrangères. Et tu étais sa conseillère parlementaire. Tout à fait. C'est un job un peu particulier dans un cap, ça. Tu peux nous en parler un peu? C'est un job un peu particulier puisque tu t'occupes de toutes les relations avec le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, que vous connaissez tous, hein, particulièrement cette semaine. Enfin bon, on a découvert que ça Étonnamment, existait. On va en parler, on va en parler. Absolument. Et donc, c'est faire en sorte de s'assurer que les décisions en tout cas, décisions du gouvernement passent quand on a la majorité, ce qui est quand même souvent le cas dans le cadre de la Ve République. En principe, Oui, ouais. étonnamment En principe, aussi. en principe. Non, et puis en tout cas, assurer les bonnes relations, savoir ce qui se passe sur place aussi. Et aujourd'hui, tu fais du stand-up aussi. Et ça, c'est mon deuxième, pas passé, mais donc mon actualité obscure, Usul. Oui, je fais des blagues dans des caves assez régulièrement à Paris. Où est-ce qu'on peut te voir? Alors, on peut me voir, je change de lieu en fait assez régulièrement, donc suivez-moi plutôt sur Instagram et vous saurez où je joue la prochaine fois. Ok, et bah super. Adèle Barber, en l'occurrence, sur Instagram. Voilà, sur Instagram, De toute c'est façon, vous verrez. l'attaché. Parce que j'étais Ah oui, c'est l'attaché. l'attaché. Parce que j'étais l'attaché culturel, c'était ça mon expérience en diplomatie à Los Angeles. Donc il y avait un jeu de mots, LA attaché. J'ai un peu honte. Oh. Non, Ah, je sais, ça y est, je l'ai. Et donc Ouais. voilà, vient mon compte Instagram. C'est pas grave, on s'abonnera quand même. Et ben bienvenue à toi, Adèle. Merci. Merci d'avoir accepté Merci de de venir voilà, jouer le rôle de la chroniqueuse avec Léa et Usul sur ce plateau de Backseat. Bonjour à vous, le public. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Je sais qu'on a déjà commencé, on a déjà repris les streams sur cette chaîne depuis le début de la semaine et il s'est passé plein de trucs cette semaine. On va en parler. Bonsoir à toi, le public. Vous êtes formidable. Salut les gars, merci d'être là. Voilà, ce soir, je vous le disais c'est que des au programme. Oui, c'est que des mecs ce soir dans le public. Je vous rappelle que vous pouvez venir dans le public de Backseat. Pour ça, il faut aller sur le Utip de l'émission / Utip dans le chat, je crois. Et vous avez le lien et vous pouvez soutenir l'émission financièrement et en échange de quoi vous pouvez soit avoir un joli mug, soit avoir un super t-shirt, soit venir dans le public de l'émission. Donc n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous voir, de vous avoir dans le public et après de boire un coup
beaucoup avec vous. Cette semaine dans l'émission au programme de Backseat, on va recevoir en invité de la semaine Hit the Road, qui est un YouTuber qui nous parlera de son parcours, c'est le cas de le dire parce qu'il fait du parcours. Elle a chié cette blague, Clément, Non, de son prénom. c'est pas mal. C'est vrai. C'est Merci, bien. merci. Moi, je l'ai j'étais applaudi. sympa. Hein. Mais Non, il vous y a êtes une cool. diff entre l'urbex et le parcours. On va en parler avec lui. Aussi, Ouais. tu pourras aller dans des caves. Moi aussi, je pourrais faire des blagues dans des caves. Ouais, faut que j'y pense. Et en deuxième partie d'émission, nous recevons Cécile Duflot. Cécile Duflot, ancienne ministre du Logement, ancienne patronne d'Europe Écologie Les Verts et actuelle présidente d'Oxfam France, une ONG dont elle nous parlera, qui lutte contre les inégalités et qui viendra nous parler de son actualité, mais aussi de son état d'esprit sur cette campagne présidentielle. Voilà le programme pour ce soir. Sans plus tarder, les amis, on va passer la première séquence de l'émission. On va parler des sujets de la semaine. C'est parti. Les sujets de la semaine. Cette semaine, les amis, on voulait parler avec vous d'abord, on voulait parler de ce qui s'est passé au Parlement cette semaine, notamment à l'Assemblée nationale. Petite crisounette politique autour de la question du vote du pass vaccinal. Il y a eu un pataquès, il y a eu un ratage de la part de la majorité La République En Marche à l'Assemblée nationale, puisque lundi soir, à leur grande surprise et à la surprise de tout le monde, ils se sont retrouvés minoritaires à un moment un peu important dans l'hémicycle. Vous voyez les images, il s'agissait de voter pour savoir si on continuait à débattre jusqu'à 2h du mat ou pas. Et en fait, c'est le pas qui a gagné, puisque il s'est trouvé que les oppositions étaient majoritaires sur ce vote-là. Donc le texte a été interrompu. C'est con parce qu'il était prévu que le vote se termine, la discussion se termine dans la nuit, et le lendemain que ça aille au Sénat et qu'on accélère et que ça permettrait de tenir le tempo donné par le président de la République pour une entrée en vigueur du pass vaccinal le 15 janvier. Finalement, c'est pas ce qui s'est passé, puisque les discussions ont été prolongées le lendemain. Or, le lendemain, deuxième crise dans la crise, puisqu'il y a eu la sortie de l'interview dans Le Parisien du président de la République, Emmanuel Macron, qui a déclaré, je cite, que la stratégie consistait à emmerder jusqu'au bout les Français non vaccinés. Et ça a mis le feu aux poudres au Parlement. Les C'est oppositions. le petit ton. J'ai bien envie de les emmerder. J'ai bien envie de les emmerder. C'est pas seulement on va les emmerder, on va Exactement. essayer de trouver comment les emmerder. En Non, plus, j'ai c'est sorti bien pendant envie de les emmerder. Ouais, bien envie de les emmerder. Ouais. Donc, Il a du le coup, don, hein. Il a le don de la. Mais non, en plus, un Ça- ton par écrit quand même. Ouais, c'est ouais, ça ouais. qui est merveilleux, c'est qu'on ne l'a pas entendu le Ça a dire. foutu le sbeul. Moi, Ah, je j'ai vous l'ai dit, je vous l'ai longtemps. dit en off et je l'ai dit en stream. De toute façon, je suis sûr qu'il y a eu des coups de fil qui sont passés mardi au Parisien en disant s'il vous plaît, sortez pas l'interview parce qu'en fait, c'est pas fini à l'Assemblée nationale. Ça va foutre le feu aux poudres. Évidemment, ça va pas manquer. Les députés d'opposition ont exigé la présence du Premier ministre qui n'est pas venu dans l'hémicycle mais qui est quand même venu dans le bâtiment pour essayer de gérer la crise. Et finalement, les discussions ont été prolongées jusqu'à mercredi soir, hier soir, où finalement le texte a fini par être voté. Il y avait largement une majorité pour voter ce texte. Et donc, la discussion au Sénat va commencer la semaine prochaine, je crois. Les sénateurs ont Lundi. refusé d'inscrire à l'ordre du jour dès vendredi. Ils ont dit non, on va attendre lundi. C'est les sénateurs, ça y est. Ils font comme ils veulent. Et donc voilà, donc il s'est passé ce moment assez intéressant où en pleine campagne présidentielle, on a eu le focus sur l'Assemblée nationale. Je sais même pas s'il y en a qui étaient... Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui savaient même pas qu'on était en train de discuter du texte à l'Assemblée nationale. Vous, c'est un truc que vous regardiez, les débats à l'Assemblée sur le pass vaccinal ou pas du tout? Oh, je regardais pas forcément les débats, mais je regardais plutôt les réactions aux débats sur Twitter, notamment. Je suivais un peu en direct ce qui se passait. Et c'est vrai que en fait, ce qui s'est passé mardi soir, c'est qu'en fait, l'interview au Parisien est sortie pendant la suspension de séance vers 21h ou un truc dans le genre juste avant. Et du coup, quand les députés sont retournés dans l'hémicycle, ils étaient genre excédés, quoi. C'est non, mais en fait, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle dit cet épisode un peu malheureux? Adèle, toi qui connais bien du coup l'Assemblée, qu'est-ce que ça dit du fonctionnement de notre Assemblée? Mais en fait, j'ai vu aussi dans le chat qu'on parlait pas mal du coup du rideau. Alors, je pense qu'on peut peut-être expliquer ce que c'est que le coup du rideau, puisque alors, j'ai eu la chance de vivre le coup du rideau, donc je peux le raconter. Mais c'est vrai que c'est, en fait, quand on est à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il est censé y avoir la majorité. En tout cas, c'est ce dont s'assurent les équipes du gouvernement et du ministère des Relations avec le Parlement particulièrement, pour que le texte passe. C'est pour ça que parfois on a un peu l'impression que le Parlement est une chambre d'enregistrement, parce que y a pas beaucoup de surprises. Il y a des discussions, des débats de fond, mais sur les votes, normalement, on les connaît un petit peu à l'avance. Et le coup du rideau, c'est quand des parlementaires de l'opposition se planquent et déboulent en masse, et donc on perd la majorité à ce moment-là. Et là, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. En fait, c'est marrant parce que ça a été aussi dit dans le chat, il fallait pas être à la buvette. Mais il y avait effectivement un truc un peu comme ça, tout le monde était très relax. Je crois que les parlementaires et les équipes du gouvernement étaient très très à l'aise. C'est-à-dire que le ministère des Relations avec le Parlement, le ministre lui-même n'était pas présent, alors que sur des textes importants, souvent quand même, c'est plus une valeur symbolique, mais il est là. Et là, c'était pas le cas. Et donc, je pense que tout le monde était très relax. Et soudainement, je sais pas si vous avez vu les images ou pas, je vous invite à retourner regarder, mais c'est vraiment très très rigolo parce que ça se passe comme ça. Ça nous rappelle que les institutions, c'est bien, mais c'est pas non plus moderne. On voit la présidente de séance, tu sais, qui compte avec son stylo bille. Enfin, mais vraiment comme ça, genre 1, 2, 27, 32. Enfin, c'est quand même
assez étonnant. Et donc, c'était pas du tout. Je pense qu'ils ont saisi une opportunité pour faire un peu chier, mais c'était pas quelque chose prévu de longue date. En fait, c'est même pas une action de l'opposition, ils se sont retrouvés majoritaires à un moment. Oui, je pense que d'ailleurs, c'est on voit ça. sur les images que fait, c'est plutôt les députés de la majorité qui rappliquent un peu, en levant Ouais, la main. Attendez, parce que moi aussi ouais. je veux voter. Mais même en fait, ça suffit pas. Ouais. Et à la surprise générale, c'est pas les opposants qui sont. Il se trouve qu'il y a eu un alignement de planètes entre les opposants de gauche et de droite qui ont tous voté contre la poursuite des débats à ce moment-là. Mais voilà, ils se sont retrouvés minoritaires et les opposants ont été les premiers surpris, agréablement surpris du coup, de leur victoire, j'ai l'impression. Et puis les opposants n'étaient pas, ne s'étaient pas concertés avant. J'entends qu'au groupe LR, il n'y avait pas de consigne de vote. C'est-à-dire que là, c'était. On va en parler aussi parce que les Républicains. L'occasion fait le larron. C'était très divisé. Voilà. Et donc du coup le lendemain, sortie de cette interview d'Emmanuel Macron où il assume, comme tu le disais, donc j'ai bien envie de les emmerder et de les faire chier. Du coup, ces Français non vaccinés. Chose intéressante parce que moi ça me fait penser à deux choses. D'une part, le fait que la stratégie du président de la République qui consiste à faire poser les restrictions d'abord sur les personnes non vaccinées, c'est une stratégie qui date de juillet dernier. C'est juste qu'Emmanuel Macron va un cran plus loin dans cette strate qu'il assume de plus en plus avec des mots beaucoup plus crus, mais en fait c'est déjà le cas avec le pass sanitaire à l'époque et avec le pass vaccinal désormais. Et puis le deuxième truc, c'est qu'Emmanuel Macron, ça y est, il est entré en campagne présidentielle avec une volonté de cliver, en assumant justement ce clivage avec les Français non vaccinés, parce qu'il a bien vu que il perdait pas dans les sondages avec cette stratégie-là jusqu'à présent. Puis pour occuper le terrain aussi, le terrain médiatique. Tu penses ? Ah bah c'est sûr, c'est une stratégie pour occuper le terrain médiatique. C'est en tout cas ce que dit un député dans... Et il semble que ça fonctionne quand même un peu, parce qu'on est en train d'en parler ce soir, on n'a pas arrêté d'en Libération, parler, on en parle qui... même outre-Atlantique. Ouais, dans il dit, oui, on parle que de lui pendant 3 jours, donc c'est un député marcheur, et il dit, tu sais, comme les gens de la télé-réalité, et ils disent good buzz, bad buzz, anyway, it's buzz. Tu fais ça, c'est un député, ça. Oui, ça doit être un marcheur, ça. Et il emploie des termes proches du peuple et fait passer Pécresse pour une malle. Il y en a un qui est trop content, tu vois. Il parle comme ça. Je sais pas, parce qu'ils ont dit un député dans Libération. Il y en a un qui lui répond, troublé, ouais, bah quand même, il avait dit qu'il arrêtait les petites phrases. Et c'est vrai que dans ce contexte où les députés sont en train d'essayer d'expliquer qu'ils ont des menaces de mort, le côté, lui, il s'en branle, tu vois, il est entouré de gardes du corps. Les autres, faut qu'ils retournent dans leur circo de temps en temps. TGV, ils commencent à chier un peu dessus parce que on a tous vu la vidéo d'LCI. Vous avez vu la vidéo d'LCI avec la manif des antivax, Paul Larouturou qui s'est insulté, super vénère, et le journaliste, donc Paul Larouturou, qui se fait pourrir par une foule manifestement chauffée à blanc, quoi, énervée. Ouais. Très très énervé. Et je pense que le décalage entre le ton de Macron qui est là, franchement on les emmerde, et puis on va continuer à bien les emmerder. Ce ton un peu d'Ava, pour ceux qui connaissent d'Ava, quoi. Et il va le payer quelque part alors Libération fait un autre sujet dans la Drôme. Dans la Drôme, il y a des gens qui disent on est à peu près 50-50 entre vaccinés et pas vaccinés ici. Je parlais ce matin avec mon réalisateur d'Ouvrez les guillemets qui lui est allé en vacances en Lozère. C'est pareil, il y a des espèces de régions comme ça un peu reculées. La Lozère, c'est très reculé. Il y a 2 supermarchés dans le département. Il y a des gens, ils sont pas vaccinés, un peu, pas forcément. Ils sont pas pour Philippot, si tu veux. Ils sont pour le fromage de chèvre. c'est plutôt ça leur culture, si tu veux. Et donc ils sont pas vaccinés. Et là, s'entendre traiter comme ça. Il va nous braquer des gens qui n'étaient pas aussi braqués que les énervés qui sont déjà avec Philippot. Ouais, et en même temps, tu dis qu'il va le payer. Il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui et qui montre qu'une majorité de Français soutient en fait cette strate de dire bah ouais, il a bien raison le président. En fait, ça commence à bien faire. Non, c'est aussi un truc. Est-ce qu'il va tant le payer que ça ? Parce que c'est là où je remets en cause ce que tu dis sur le fait que ça. En fait, c'est parce que ça marche depuis juillet dernier dans l'opinion. Ça marche depuis longtemps en fait. Je crois qu'il avait usé un peu la même stratégie pendant les gilets jaunes, genre en mode regardez les gilets jaunes, ils cassent tout. Et ils montaient un peu ceux qui étaient plus ou moins pour la mobilisation et ceux qui étaient contre en fait. Et le fait de monter les Français les uns contre les autres, c'est une stratégie qu'Emmanuel Macron met en place de manière assez régulière. À chaque fois qu'il a une crise à gérer, il met les gens un peu dos à dos et puis il voit ce qui se passe. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'il aime faire, diviser pour mieux régner, enfin quelque chose d'assez classique. Et finalement, il l'applique aussi par rapport à ses adversaires politiques. On l'a vu avec la droite, il a dézingué la droite, il a dézingué la gauche. Il continue allègrement. Et je pense qu'il a un peu la même stratégie au niveau de sa gestion de la crise avec une partie de la population. Ouais.
Et c'est vrai que pour revenir sur ce truc de la Drôme, il y a quelqu'un qui disait, une meuf qui elle pourtant est vaccinée, qui dit non attends, ou alors elle est pas vaccinée, je sais plus. Mais enfin non, si quelqu'un de vacciné dans le truc dit en fait moi je vais avoir de plus en plus de mal à parler avec des non vaccinés et je vis avec des non vaccinés. On est entouré de non vaccinés au marché, dans nos amis machin, et on essaye nous de les ramener un petit peu au truc en leur disant mais si franchement tu devrais pour ta gamine qui va à l'école, c'est quand même un peu chiant. Et voilà, bon bah ça là il dit ça va les braquer encore plus quoi. Adèle. Non, mais quand tu polarises comme ça et que tu mets de l'huile sur le feu, ce que tu décrivais aussi des marcheurs qui disent que bad buzz is good buzz because it's buzz. Enfin, je sais pas, je trouve ça terrible parce que moi, je trouve que c'est trumpiste comme façon de faire. Et c'est pas, c'est mieux brandé, hein, c'est plus joli en termes de marketing, mais c'est quand même un peu la même idée. C'est là où je me demande si Emmanuel Macron n'a pas cyniquement et stratégiquement raison dans sa propre campagne d'aller dans ce sens-là, puisqu'on l'a déjà analysé plusieurs fois sur ce plateau. Il y a un besoin de radicalité dans le débat. De plus en plus de gens sont pour des trucs tranchés, et le côté filet d'eau tiède, on rassemble tout le monde qui a marché en 2017, marche plus en 2022. Donc là, peut-être qu'il y a aussi des électeurs qui attendent de la part d'Emmanuel Macron d'y aller franco et d'assumer son truc. À ce moment-là, j'ai envie de dire, au-delà de la présidentielle, prenons ces gens pas vaccinés en Lozère ou dans la Drôme. On a envie de les attirer vers le vaccin, parce que la maladie, elle va s'installer durablement, sans doute. Il va falloir se vacciner. On n'a pas envie de les braquer. Sa stratégie, c'est une stratégie de politique, stratégie électorale, etc. Mais en face, c'est des gens qui vont terminer ou non en réa, ou mourir ou non en réa. On a envie qu'ils aient le vaccin, globalement, quand même, plutôt. Donc il y a quand même une responsabilité. Et si on ajoute à ça le climat de violence politique, et y compris ses propres députés qui sont menacés, tous les députés qui ont voté la loi, ils le disent, hein, les députés, on a reçu des centaines de lettres, dont, et il y en a un qui disait, dont là, très récemment, aujourd'hui même, encore une vingtaine, liées spécifiquement à la phrase qui venait d'être prononcée par Macron, de gens qui disent, comme on l'a vu dans le truc de LCI, quoi, vous allez payer. Et j'ai revu des images du Capitole, on en parlera tout à l'heure. J'ai revu des images du Capitole il y a pas longtemps. Vous savez que les insurgés du Capitole attendaient que Mike Pence ne valide pas le truc, et sitôt qu'ils ont entendu que Mike Pence avait validé, c'était direct la corde pour Mike Pence. Or, Mike Pence était à quelques centaines de mètres, pas plus. C'est-à-dire, s'il l'avait chopé, il l'aurait sans doute chopé, comme ils étaient partis pour choper Nancy Pelosi. Donc, comment tu joues avec les passions politiques ? La politique, c'est en effet des passions. Il y a manière et manière de jouer avec, et il y a une responsabilité quand même. S'il se passe quelque chose, on sait qu'on aura quelqu'un qui a mis de l'huile sur le feu ou qui a essayé d'éteindre un feu avec un bidon d'huile d'essence. Ça pose aussi la question difficile de la stratégie adoptée pour les oppositions, parce qu'elles aussi, elles sont un peu emmerdées avec cette histoire de passe vaccinal. Il y a plusieurs opposants qui sont pas... à l'exception de Florent Philippot et de certains qui sont anti-vaccination, ils le disent, anti-pass vaccinal, etc. Il y en a d'autres qui sont favorables à la vaccination la plus large possible, pas forcément avec une obligation ni avec un pass, mais qui du coup ont du mal. On a vu un groupe, les Républicains, très divisé, et quand je dis très divisé, on a vu les votes qui sont tombés du coup parce que c'était un scrutin public. On a vu les votes, c'est un tiers à voter pour, un tiers à voter contre, un tiers s'est abstenu. Putain, on n'a jamais vu les Républicains à quelques mois d'une présidentielle aussi divisés sur un sujet pareil. Ça me rappelle l'époque de je sais plus quelle loi où avant les régionales où Nicolas Sarkozy avait sifflé la fin de la récréation, c'était la loi Macron, le 49.3 à l'époque, était passé parce qu'il y avait une partie des Républicains qui étaient prêts à le voter. Bon, finalement, Sarko avait à l'époque sifflé la fin de la récré en disant non, on va tous voter contre parce qu'il faut arrêter les conneries, il y a les régionales qui arrivent en juin, c'est pas le moment de donner un blanc-seing aux socialistes. Là, c'est un peu pareil, les oppositions sont divisées, les socialistes ont voté pour parce qu'ils l'avaient dit depuis le début, même s'ils avaient déposé plein d'amendements pour essayer de corriger le tir, ils n'ont pas été adoptés, ils ont quand même voté pour. La France Insoumise, qui du coup a eu beau jeu de retourner sur cette polémique dans l'hémicycle, et ils ont plutôt bien joué là-dessus, même si au fond ils sont pour la vaccination, ils l'ont toujours dit, ils galèrent quand même à faire entendre leur voix. C'est dur à choper cet électorat anti-vax, de réussir à jouer avec. Comment ils devraient faire les opposants ? Après, c'est vrai que ce que tu disais, notamment auprès de LR, c'est que ça, Macron, il l'a anticipé. Il savait très bien que ça allait foutre le sbul, évidemment, et ça a foutu le sbul, parce que tout le monde a débarqué en mode, qu'est-ce qu'on fait ? Ah mais attendez, là, Pécresse avait quand même donné une consigne en disant, moi, depuis le début, je suis pour le pass sanitaire, je suis pour le pass vaccinal, et là, il y en a quelques-uns, effectivement, un tiers des députés qui décident finalement de ne pas suivre cette ligne, donc ça commence déjà à foutre le bordel, alors qu'elle vient juste de constituer son équipe, et on en parlera plus tard, et qu'elle commence à reprendre, en fait, les rênes d'un parti pour la présidentielle qui est quand même bien éclaté idéologiquement, ça faut quand même le rappeler, même si ils sont
un peu sur la même ligne, mais enfin. Les anti-vax, évidemment, c'est ceux qui étaient à fond derrière Ciotti chez elle. Ah oui. Après, je pense que ça va au-delà des anti-vax. Je pense qu'il faut aussi, et c'est là aussi une prudence qu'il faut qu'on ait à l'esprit. Les gens qui ne sont pas vaccinés ne sont pas forcément anti-vax à 100%. Là, en plus, ils visent les non-vaccinés. Enfin, c'est super compliqué. Et par ailleurs, il y a quand même quelque chose de très, très, très important qu'il faut rappeler ce soir. C'est que je pense que si le gouvernement a décidé de ne pas en faire une obligation vaccinale, c'est parce que ça lui donne une responsabilité et que le gouvernement n'est pas en capacité d'offrir cette offre vaccinale aux Françaises et aux Françaises qui souhaitent se faire vacciner. On a Gaspard, salut Gaspard, des bisous Gaspard, des bisous, qui racontait le jour sur Twitter, il s'est fait refoule de son centre de vaccination parce qu'ils lui ont dit en fait on n'a plus de doses et on peut plus vacciner les moins de 30 ans. Donc du coup, désolé, salut. Avec ça, je pense pas qu'il va être content. Et Gaspard, il aura pas son passe vaccinal. Pourtant, c'est pas un anti-vax. Donc, c'est complètement débile. Je veux dire, je suis assez choquée aussi de cette déclaration de Macron parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, techniquement, il y a une partie de la population qui aimerait se faire vacciner, qui n'arrive pas à trouver des créneaux, qui n'arrive pas à trouver des doses. Et il y a aussi quand même un certain nombre de... Il y a une fracture vaccinale en France, et ça, c'est une réalité. On en parlait énormément cet été. Depuis quelques mois, on n'en parle plus du tout. Elle n'a pas été résorbée, cette fracture. Ouais, j'ai un dernier point parce que là on se dit ça a beaucoup été dit sur les plateaux par les éditorialistes politiques à la petite semaine, un petit peu comme nous, comme nous, bien sûr. Mais ils ont tous dit Macron balance aussi ce truc-là parce que ça divise la droite et qu'en effet, même jusqu'au bureau politique des LR, t'avais des gens comme Wauquiez qui disaient non, faut aller à fond sur les trucs anti-pass, anti-vax, et t'avais Copé plus raisonnable, oui parce que Copé c'est le raisonnable chez eux, hein, attention, qui disait non, c'est pas raisonnable, Valoche appel au vaccin, etc. Bon, ça marche pour les emmerder. Macron les emmerde, eux. Macron emmerde, évidemment, les antivax directement. Mais là où le Libération est allé interviewer le sociologue Étienne Ollion, dont on a déjà parlé ici, parce que c'est celui qui a fait le travail sur les nouveaux députés. Ouais, le livre Les Candidats. Les Candidats, le bouquin qui s'appelle Les Candidats. Et lui, il dit que cette phrase est surtout très révélatrice de la faiblesse considérable du législatif en France. Emmanuel Macron explique ce qu'il veut faire au moment même où l'on est en train de débattre des modalités du pass vaccinal à l'Assemblée nationale. Pire, il dit de manière très personnalisée, ce fameux « je veux les emmerder », il dit de manière très personnalisée ce qu'il va faire. La subordination du législatif était déjà établie par la Ve République, mais elle s'est encore accentuée sous sa mandature. C'est-à-dire qu'en gros, c'est aussi le signe de... c'est presque sur ses propres députés qui marchent aussi, en disant on va faire comme ça, c'est décidé, c'est comme ça, en prévoyant à l'avance, c'est-à-dire cette interview enregistrée avant que les trucs soient même finis, en disant ça va se passer comme ça de toute façon, c'est moi qui décide, je veux les emmerder. Il personnalise le truc et il roule sur ce qui reste du pouvoir législatif. Et il y a des députés marcheurs qui ont pu se sentir aussi eux-mêmes un peu insultés dans le process, quoi. Ouais, parce qu'eux, ils étaient pendant ce temps-là en séance de nuit en train d'essayer de défendre le caractère raisonnable du pass vaccinal devant des oppositions qui étaient vent debout et qui du coup, d'ailleurs, les oppositions, elles étaient assez smart dans l'hémicycle. Elles disaient nous voulons la présence du Premier ministre pour lui demander quelle est la stratégie. Parce que là, on a bien lu dans le journal que la stratégie, c'est d'emmerder une partie des Français. Est-ce qu'on est d'accord que c'est ça la stratégie en fait? C'est pas ce que Véran avait présenté, oui, effectivement, au moment du texte. C'était pas dans le texte pour emmerder les Français. Il s'appelait pas dans l'exposé des motifs, non. Je me demande d'ailleurs si Olivier Véran et Emmanuel Macron se sont parlé à un moment, et je pense qu'Olivier Véran aurait pu. Enfin, je le vois bien gueuler un peu sur le président de la République en disant alors ça, s'il te plaît, t'évites. Par contre, t'es gentil. Je le vois pas gueuler du tout, Olivier Véran. Alors, par ailleurs, je pense que je vois bien le président de la République gueuler sur Olivier Véran, qui n'a pas vérifié s'il avait la majorité au moment où il demande un vote. Ça, c'était pas le rôle de Véran, c'était le rôle de Castaner et le rôle. Mais je suis d'accord avec toi, de Marc Fesneau. Bon. Mais pour le coup, non, mais c'est intéressant ce que dit Usul, et je veux bien te donner le mot de la fin aussi à Adèle sur ce point-là, sur le rôle du législatif pendant ce quinquennat, parce qu'il y en a eu que 2 des épisodes comme ça, un peu de pataquès au Parlement. Il y a eu Benalla et ça. C'était les 2 seuls moments. Non, il y a eu l'obstruction parlementaire des insoumis. C'est ça la réalité dans les hôpitaux. Non, je pensais à la retraite. Je pensais retraite. Tu dis Usul que ça a énervé quand ils ont parlé d'emmerder, mais c'est même pas que ça. C'est-à-dire qu'à chaque sortie de Conseil de défense, on nous explique que, là c'était le cas, le 15 janvier, il va se passer ça. Et ça sera genre ratifié par le Parlement qui va l'examiner, on ne sait pas très bien quand. Et finalement, personne ne sait que c'est sur l'agenda parlementaire. Personne ne se pose la question de qu'est-ce qui va être décidé, alors qu'il y a des trucs majeurs qui ont été débattus sur la question de la vaccination des enfants. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de sujets. Mais non, en fait, et ça, c'est une habitude qui est quand même assez nouvelle. Bon, déjà, le Conseil de défense, qui est un organe dont on ne sait pas très bien... je ne sais pas d'où il vient. On le sait, il est constitutionnel, mais la façon dont il est utilisé, Conseil de défense sanitaire, ça n'existait pas quand même, ça a été inventé. Et on a un peu pris l'habitude. Alors certes, c'est vrai que c'est super, ça évite
ça va vite. C'est Startup Nation, c'est super, mais mais de là à dire ça, que Macron respecte pas non plus tellement ses députés, précisément aussi parce que c'est des nouveaux députés, enfin des gens qui sont maintenant qui ont 4 ans d'expérience. J'allais dire, ils sont plus très nouveaux. Oui, d'accord. Mais maintenant ils savent ce que c'est. Non, mais ceci dit, je pense qu'en plus maintenant, comme ils sont pas nouveaux, ils ont pris goût aussi au job. Et je pense qu'ils ont un petit peu envie d'ailleurs que ça continue. Et ils se disent, attends, mais en fait, moi j'aimerais bien être réélu en juin, parce que finalement j'ai compris que c'était super sympa. Je suis arrivée là un peu par hasard, certes, parce que j'étais la cousine et que j'avais besoin d'être 4e sur la liste parce qu'on cherchait des gens. Mais maintenant que je suis là, en fait, c'est assez cool. Et c'est pour ça que c'est. D'ailleurs, il y a Denis Masseglia dans le chat qui est député La République En Marche. On te fait des bisous, Bonsoir, Denis. Bonne année Denis. à toi. Bon courage pour les. Non, j'allais dire pour les. Mais en fait, c'est fini à l'Assemblée nationale. Ça a été voté finalement, donc ça arrive au Il y a une Sénat. navette quand même, non? Il y aura une seule lecture par chambre. On est Ouais, sur mais une bon. procédure Ah bon accélérée. Ah bah oui, je crois. Il y a une CMP, Pour une entrée en vigueur le 15 janvier, on est le 6. T'inquiète que non, c'est une seule mais ce lecture. sera pas en vigueur le 15 janvier. Ah non, ce sera pas. Ça a très peu de chance. Non. D'ailleurs, les sénateurs ont bien l'intention de dire non, mais on prendra le temps qu'il faut. Le temps du Sénat. Il va y avoir une saisine aussi du Conseil constitutionnel. C'est sûr, oui, ça peut aller vite après la saisine du Conseil constitutionnel. C'est une loi qui fait 3 articles. Ça peut aller assez Est-ce que les rapidement. profs ont reçu des masques quand ce sera promulgué ce truc-là? Cassex l'a annoncé aujourd'hui que les masques allaient arriver. FFP2 les masques chirurgicaux. À la fin du mois. Ouais. Du Non, coup, des deuxième sujet de cette semaine dont on voulait discuter. Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, a désigné son organigramme de campagne. Elle a sorti son tableur, son politburo, ouais, c'est ça, en présentant par la même occasion son QG de campagne, 1500 mètres carrés dans le 17e arrondissement, avec un open space incroyable. Voilà, vous voyez cette team de France, cette équipe de France qu'elle avait promue pendant la campagne du Congrès. Je suis désolé, je cache Jean-François Copé. Jean-François m'en veut pas. Non. Désolé vieux. C'est mon nouveau fond d'écran. Ouais. Donc voilà, Valérie Pécresse qui a constitué son équipe de campagne, qui rassemble la grande famille des Républicains autour d'elle après les mois compliqués du Congrès. Valérie Pécresse qui est en bonne passe, elle a gagné dans les sondages, mine de rien, au fur et à mesure du Congrès. Il y a eu un vrai effet Congrès. Ouais, ça monte et ça descend, c'est un peu particulier. Ouais, un peu descendu là. Valérie Pécresse qui essaye donc de marier un peu la chèvre et le chou. Tu avais commencé à le dire, Usul, sur le fait que de sa propre famille politique, il y a les raisonnables, il y a les ciotistes, il y a un peu tout le monde, et Valérie Pécresse qui essaye autant que faire se peut de satisfaire tout le monde au fur et à mesure de ses déclarations. Est-ce que la voix de la radicalité qui s'est exprimée au cours du Congrès par le vote Ciotti à plus de 40% au second tour se retrouve dans cet organigramme ou pas? Oui. Ouais, Léa. Toi, tu l'as examiné de près, dis-nous. Ah oui, je l'ai regardé. Déjà, Ciotti apparaît en pole position, faut quand même le dire, hein, c'est-à-dire juste à côté de Madame Valérie Pécresse en tant que, attention, je cite, conseiller autorité. Voilà. C'est une femme, elle a besoin d'un conseiller autorité. Ah, oui, tout à fait. Merci Usul de le rappeler, parce que quand même. Non, Ciotti, qui est-ce qu'on a? Déjà, rien que. Je veux dire, la radicalité, à partir du moment où tu as Stefanini en directeur de campagne, je sais que ça va être radical. Il y a Laurent Wauquiez qui fait son retour aussi. Hein. Oui, pour être président du comité de soutien, tu parles. Non, c'est Larcher, le président du comité de soutien. Non, c'est. Je m'y perds avec tous ces Pokémon, moi je sais plus. Oui, c'est ça, ils sont super nombreux. Il y a Bertrand, il y a même la meuf de Bertrand, ce qui est quand même fou, ça. Dans les porte-paroles en Hauts-de-France, ouais. Dans les porte-paroles, elle a choisi effectivement une team de nouveaux visages de la droite. Il y a Aurélien Pradier, il y a des. Nouveaux. Dans le Canard enchaîné, Anne-Sophie Mercier a fait un portrait de Geoffroy Didier. C'est le retour de Geoffroy Didier. Oui, c'est le retour de Geoffroy Didier, ouais. Alors Geoffroy Didier qui a quand même un rôle très important au Parlement européen. Attention, je l'ai interviewé, il s'occupe du vote sur le truc sur le digital, là, sur les GAFAM. Bref, vas-y, je te laisse. Bon, c'est bien. Mais là, du coup, il est de retour sur la scène nationale. Hein. Oui, Hortefeux. Alors, il explique, c'est dans son portrait, il explique qu'il a choisi, en fait, parce qu'il était ambitieux, il se rêvait président tout petit, machin. On est sur ce genre de profil de jeune loup, qui veut y arriver et qui sait depuis qu'il est tout petit qu'il veut être président. Et il s'est dit, c'était à l'époque Sarkozy, je vais pas envoyer un message à Sarkozy quand il était adulte. Hein. Après, pour rentrer vraiment en politique, il dit, je vais pas écrire à Sarkozy, il va me dire, il va me laisser en vue, quoi. Il va me dire, ouais, c'est gentil, il m'a envoyé une photo dédicacée, donc je vais aller voir Hortefeux. Ça doit pas se bousculer auprès d'Hortefeux, voilà. Habile. Et habile, parce que du coup, il est rentré chez Hortefeux et il a fait un peu sa carrière là-bas avec son grand pote Guillaume Pelletier. Vous connaissez Guillaume Pelletier? Ouais, c'est un ancien de chez le Front National, puis surtout Villiers. Voilà. Au cantonal, à Gonesse, Geoffroy Didier attire l'attention avec un tract non au minaret dans le Val d'Oise, qui fait d'autant plus de bruit qu'il n'est pas question du tout localement de construire le moindre minaret. Il y a des gens dans le chat qui nous invitent à bien parler dans les micros. Oui, vous avez raison, on va mieux parler dans les micros. Le portrait est très drôle parce qu'il se termine sur, il a confié un jour aux Inrock, je suis en construction, faudrait voir à finir le chantier.
Parce que voilà, on sait pas. C'est surtout un opportuniste qui veut se faire sa petite carrière, quoi. Moi, je te disais en antenne, Usul, que j'ai eu des témoignages dans les territoires de militants politiques qui me disaient que les militants de droite, les républicains, ils ont vraiment la rage de gagner. Ça fait 10 ans qu'ils sont pas au pouvoir. C'est une espèce d'anomalie dans l'histoire de la droite. Ils sont en mode, on est là pour gagner. Valérie Pécresse, on va la faire gagner. Ils sont surmobilisés. Il y a une vraie ferveur. Il y a une énorme ferveur, beaucoup plus que dans d'autres camps politiques, notamment plus qu'à gauche. La droite veut gagner cette présidentielle. Ils y croient sincèrement dans la possibilité de Valérie Pécresse d'y arriver. Mais donc du coup, voilà, cette grande famille de Est-ce que Valérie Pécresse a réussi, selon toi, Adèle, à créer cette équipe de France dont elle nous parlait pendant le congrès et de réunir les différentes branches de la droite républicaine? En réalité, moi, j'ai l'impression que j'ai été cryogénisée depuis 2007 et je me suis réveillée et j'ai vu l'organigramme. Je fais ok, ben, c'est les mêmes. Ils ont un peu. Mais non, mais vraiment. Je vous invite à regarder. Alors déjà, il y a quand même un tout petit sujet de. C'est pas parce que tu es une candidate femme que du coup t'as pas de femmes autour de toi. Apparemment, il y a que des bonhommes. De ratio, c'est quand même un petit peu étonnant. Mais surtout, tu parlais des nouveaux visages. Ouais, heureusement qu'il y en a quand même quelques-uns. Ils sont pas nombreux. Mais ils sont pas à proximité. Et c'est vrai que moi, c'est ça qui m'amuse et peut-être me surprend le plus en fait. Mais après, c'était une équipe qui a gagné en 2007, donc peut-être qu'il faut reprendre les équipes qui gagnent. Mais c'est un vieux nouveau visage. On parlait de Geoffroy Didier, donc qui est un des porte-parole. C'est un vieux nouveau visage, et c'est vrai, comme tu le disais, c'est une génération qui est arrivée et qui s'est fait couper les ailes au moment où Hollande arrive au pouvoir, et en effet, qui a été un peu au frigo pendant 10 ans. Il s'était planté, Geoffroy Didier, puisqu'on parle de lui, je crois me souvenir qu'il s'était planté à un vote interne à un moment. Il avait présenté une motion qui avait fait reçu très très peu de pourcents, alors qu'il était promis un meilleur avenir, et que du coup, c'est un peu ce qui lui a coupé les ailes. Mais après, il s'est recyclé au Parlement européen, et comme je le disais, il a un poste assez important au Parlement européen et il fait partie des porte-paroles. Geoffroy Didier, que d'ailleurs je devrais interviewer à la fin du mois de janvier au Parlement européen sur la présidence française, mais bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, merde, j'avais une question vachement intéressante. Putain, je l'ai perdu. C'est le début de l'année, je suis perdu. Bon, c'est facho ou pas? C'est surtout des fachos maintenant, c'est ça qu'on voulait dire. Non, mais parce que facho quand même. On peut dire les choses, on est entre nous. Personne ne regarde. On parlait de Juppé. Bon, ceux qui ont vraiment une sensibilité juppéiste, c'est-à-dire européenne, libérale, business, etc. S'ils ont vraiment un engagement sincère là-dedans, ils sont partis avec Philippe, ils sont partis chez Macron. Et je ne crois pas qu'ils soient dans la team, d'ailleurs. C'est pour ça. Donc c'est logique qu'il reste que ceux-là. C'est logique qu'il reste que des Wauquiez, des Ciotti, ou alors des intrigants comme, mine de rien, Pécresse, ses convictions. Elles sont floues, quoi. Ce dont on est certain avec Pécresse, c'est qu'elle est certaine qu'elle veut être présidente et qu'elle est certaine qu'elle veut faire carrière. Mais ses convictions, si tu as des vraies convictions de libéral européiste, de je sais pas quoi, du centre-droit, t'es chez Macron. Et là, je respecte. Tu fais OK, d'accord. Moi, ça fait partie des dynamiques de campagne qui m'intéresseront beaucoup, de voir si Valérie Pécresse réussit à grappiller une partie de l'électorat qui a voté en 2017 pour Emmanuel Macron. J'en suis pas sûr. C'est-à-dire qu'avec le Karcher d'aujourd'hui, je suis pas convaincue. C'est vrai. C'était ça dont je voulais parler, le Karcher d'aujourd'hui, Valérie Pécresse. Et c'est très intéressant, même la phrase qu'elle dit, je veux ressortir le Karcher du placard. Le Karcher, c'est cette fameuse référence sarkozienne, ultra sarkozienne, de 2006-2007, ministre de l'Intérieur. Non, mais c'était le concours à la petite phrase cette semaine. C'est-à-dire que c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Après emmerdé, c'était là, genre tout le monde tu posais la question de l'opposition, comment est-ce qu'il se comporte. Je sais pas, faut qu'on trouve un truc. Karcher, c'était vachement bien. Vas-y, Karcher, Karcher, c'est bien, vas-y. Et c'est vrai, ça a monopolisé la parole aujourd'hui. Ça avait bien fonctionné. Et ça marche. Et surtout, c'était, tiens, vas-y, on parle un tout petit peu d'autre chose. Change de sujet. Change de sujet, passe vaccinal, on sait pas trop qui vote quoi. Là, on était un peu divisés. Karcher, c'est bien. C'est ce que disait Frédéric Seyss ce matin sur France Culture. Finalement, LREM a obligé la droite à dire vous voulez parler de quoi vous? Et eux, ils sont partis direct dans les trucs de on va refaire du Sarkozy. Quoi, voilà. Ouais, c'est ça. Super inspiré. Mais ça en revient à ce que je disais, et c'est dingue la puissance du sarkozysme encore aujourd'hui dans l'esprit de tout le monde, de beaucoup de gens. La droite est orpheline du... Et même chez Macron. Mais ce que je veux dire, pardon, mais il y a un moment donné, il y a des articles de journaux qui disaient Macron va-t-il donner c'était la question, va-t-il donner son parrainage ou va-t-il adouber Pécresse ou Sarkozy va-t-il adouber Pécresse ou Macron? Était là genre apparemment, il aime pas trop. C'est vraiment un sujet, c'est-à-dire c'est vraiment sur la table. Et bon, alors vraisemblablement, c'est Pécresse qui l'a choisi, et puis peut-être que le Karcher, tout ça, il se renvoie je sais pas, il s'envoie des signaux, des messages, tu vois, j'en sais rien. S'il te plaît, Nicolas. Ce qui a fuité, c'est qu'il dit de Pécresse récemment que c'est une pain-bêche.
Ça veut dire quoi? Prétentieuse, c'est une. Parce ça veut dire qu'elle est prétentieux, prétentieuse, imbue d'elle-même. Est-ce qu'on peut C'est aisément Sarko qui pardonner dit ça? Oui, Sarko aurait dit ça. On peut aisément pardonner d'être prétentieux, imbu de soi-même à des hommes, mais alors une femme, ça devient une pain bêche. Voilà, donc ça passe pas pour lui. Je sais pas où c'est sorti ce truc-là, mais Où est-ce que j'ai lu ça? Moi, je me pose la question d'ailleurs. J'aurais bien aimé voir les négociations quand ils ont constitué l'équipe. Ça a dû être un joyeux bordel, quoi. Parce que je suis pas sûre qu'elle soit si heureuse que ça de voir tous ces mecs autour d'elle. À mon avis, il y a eu quand même des tractations en interne. Oui, oui. Mais je pense que tout le monde s'aime pas trop là-dedans, et je crois que ça va être le bordel. À mon avis, ça va être un peu le sbeul. Ça va pas être si évident que ça. Il fallait une figure. Enfin, peut-être qu'il aurait fallu une figure plus comment dire, descendante, comme un Sarko, typiquement, pour arriver vraiment à faire en sorte que tout le monde soit réuni. Là, j'ai peur que ça lui échappe un peu et que ça devienne vraiment, vraiment le bordel au sein de tous ces conseillers politiques qui, finalement, se tirent déjà un peu la bourre entre eux, avec elle. Je pense que ça va être chaud pour elle. Il se tire la bourre et en même temps, moi je reste sur l'analyse qu'on avait déjà faite sur ce plateau après le Congrès. C'est quand même un peu miraculeux pour les Républicains, la capacité qu'ils ont eu à réussir à se rassembler en très peu de temps. Le Congrès a quand même eu ce mérite-là. Ouais. Les aventures personnelles de Xavier Bertrand et de Valérie Pécresse, qui avaient tous les deux créé leur petit parti satellite de leur côté, ont été tués dans l'œuf. Et c'est bien les Républicains qui redevient le centre névralgique de cette droite-là. À gauche, monsieur, tu fais la comparaison. À gauche, personne ne reconnaît dans le Parti socialiste la maison commune qu'il a été par le passé pendant des décennies. Là, à droite, voilà, tout le monde est au cordeau derrière Valérie Pécresse. Oui et non. Sauf ceux qui sont barrés auprès de Macron et ceux qui sont barrés, qui peuvent potentiellement se barrer auprès de Zemmour. Et elle, le problème, c'est qu'elle se positionne à essayer de jouer ce rôle d'équilibriste entre je vais draguer les mecs et les meufs de Zemmour et je vais draguer un peu les mecs et les meufs qui vont voter LRM. C'est chaud comme exercice quand même. C'est vraiment, vraiment compliqué. Donc un jour, on fait un peu d'Europe derrière le drapeau français, mais d'abord c'est le drapeau français, puis peut-être le drapeau européen, et puis le lendemain, on sort le Karcher. Enfin, je lui souhaite bonne chance quand même. Je me demande vraiment comment ça va continuer pour Valérie Pécresse. Est-ce que justement, pour répondre à la stratégie du clash d'Emmanuel Macron qui parle d'emmerdement, elle ressort le Karcher? Est-ce que ça va être un concours l'épine de la petite phrase? Est-ce que ça va continuer sur ce registre-là? Est-ce que ce petit jeu-là, c'est pas Macron qui va être le meilleur in fine? Je sais pas si Valérie Pécresse. Moi, je me demande vraiment quelle doit être la stratégie pour elle, Valérie Pécresse. Est-ce qu'elle a intérêt à présidentialiser son image en se montrant au-dessus de ces petites contingences un peu nazes? Elle a pas l'air d'être partie dans cette direction-là. Et quand même, je suis pas sûr que ça marcherait. C'était la stratégie de Barnier pendant le Congrès. Ça n'a pas marché, la hauteur de vue, le machin. Non, les militants, ils sont en demande de radicalité sur les thématiques de l'immigration, de la sécurité, et il va falloir y aller à fond là-dessus, d'où le Karcher d'ailleurs. Donc ça m'interroge vraiment, d'autant qu'elle est sacrément challengée à son extrême droite, même si, non, encore une fois, dans les sondages, elle arrive à maintenir une dynamique quand même assez intéressante. C'est vrai que là, ils sont concrètement 3 à être sur les thèmes immigration, insécurité. Ils sont quand même 3 dessus, quoi. Ouais. Bon, ce qui est intéressant quand même, c'est que du coup, dans une certaine mesure, grâce aux sorties de Macron et de Pécresse cette semaine, on n'a pas trop entendu parler de Zemmour, pour une fois. Je crois que cette semaine n'était pas trop zemmourienne. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais vous connaissez la presse, l'ai un peu oublié, là. Elle lèche, elle lâche, elle lynche. On n'a pas beaucoup entendu parler de Zemmour, si ce n'est pour dire que Valérie Pécresse allait dans son sens sur la question du drapeau. Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Je pensais pas à ça. Éric Zemmour qui est en perte de vitesse de fait parce que. Non, mais il est en vacances. Oui, non, mais très bien. Oui. Ah bah oui, à Saint-Martin, dans des hôtels 5 étoiles, il se donnait du bon temps avec sa maîtresse, machin, tout ça. On peut pas être partout non plus. Ça sa compagne. Bah, il a une femme. Oui, mais il a une compagne officielle, Sarah Knafo, pas sa maîtresse. Ah bon? Ouais. Mais non, il est marié. Oui, il est marié. Mais il est sa maîtresse. Attends, on connaît pas très Est-ce bien qu'on pouvait parler statut, de la polygamie ce soir? On connaît pas très bien le statut, non, mais marital. Il est marié à Saint-Martin et il est marié à Paris. Ceci dit, il a redit, dernièrement, qu'il voulait pas en parler, mais qu'il est marié. Mais bien sûr qu'il est marié. Félicitations. Et pas avec Sarah Knafo. Donc voilà, bon bref. Mais il l'assume, il assume dans le sens. Elle aussi d'ailleurs. Voilà, dans le sens, c'est ça un vrai homme. Un vrai homme, il a une femme et une maîtresse. C'est à l'ancienne, quoi. C'est la bourgeoisie. Il l'a écrit, oui, il l'a écrit dans le premier sexe. Dans le premier sexe, il l'a écrit, ouais. Bon, à voir comment ça va se goupiller dans la suite du programme pour ce camp-là. Et donc voilà, prochaines étapes pour Valérie Pécresse. Polyamoureux. Pour Valérie Pécresse, je sais plus. Mais donc du coup, voilà. Chers amis, je vous propose qu'on passe à la séquence suivante de l'émission. On va passer à vos cartes blanches. C'est parti pour les cartes blanches. Ah mais j'ai oublié ça.
Ah, ça a planté, tiens. D'accord, ok, très bien. Les cartes blanches, chers amis, comme chaque semaine, je propose à mes 3 chroniqueuses et chroniqueurs de bien vouloir nous passer un message, de dire un sujet dont ils ont envie de parler, un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation, un truc qu'ils ont envie de dire. On commence par toi, Léa ? Ah oui, volontiers. Allez, vas-y, Léa. Moi, je voulais vous parler de la maladie qui s'appelle l'endométriose. C'est une maladie qui concerne près de 10% des femmes en France et qui est très peu, dont on parle très peu prise en compte, très mal diagnostiquée. Et c'est une maladie pourtant qui peut avoir, en fait, qui consiste en des règles très 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 douloureuses et qui peuvent avoir des conséquences quand même assez importantes sur la vie sexuelle des femmes, mais aussi sur leur fertilité. Donc ça fait quelques années qu'il y a des associations, mais aussi des élus qui se mobilisent sur cette question et qui alertent les pouvoirs publics de sorte à ce que ce soit davantage pris en compte. Et le groupe La France Insoumise, pendant la niche qu'il aurait attribuée la semaine prochaine, a déposé une PPR, donc une proposition de résolution. Et c'est Clémentine Autain qui est à l'origine de ce texte. Clémentine Autain, on salue son engagement féministe depuis très longtemps, qui porte ce texte et qui en fait demande à ce que cette maladie soit reconnue en affection longue durée, qui permettrait notamment le remboursement de la prise en charge à 100% des soins, etc. Et du coup, je voulais aussi vous présenter un sondage en avant-première, qui est un sondage qui a été mené par l'Institut de sondage Harris Interactive et qui montre quand même qu'il y a une certaine unanimité presque de la part des Françaises et des Français sur cette question pour que effectivement l'endométriose soit reconnue en infection longue durée. Ah ouais, tout le monde a plus de 88%. Ouais, et c'est assez intéressant de voir. Alors c'est un sondage qui a été, je le précise quand même, qui a été commandé par la France Insoumise, mais on voit quand même que malgré les tendances politiques, il y a quand même une certaine convergence. Donc je trouve ça assez intéressant et je pense que c'est quand même un thème sur lequel il faut garder un œil attentif parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui en sont victimes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a expliqué à des mecs, en fait c'est ça l'endométriose, ils disent ah ouais bon d'accord, je comprends. Alors ok, voilà, c'est un peu ça. Ça fait très mal. Ouais. Très très mal. Voilà. Donc ils sont pour que ce soit une ALD, puis ça doit faciliter aussi pour les jours de carence, pour les absences, absolument. etc. Exactement, parce qu'il y a certaines femmes qui se retrouvent en incapacité quasiment chronique en fait. À l'exception de la France Insoumise, tu sais s'il y a d'autres partis politiques qui en ont parlé? Il y a beaucoup de partis politiques qui en ont déjà parlé. Il y a notamment les Républicains qui avaient aussi déposé une PPR qui allait dans ce sens en 2020 de mémoire, okay. Donc il y a 2 ans. Et la République En Marche aussi s'est saisie du dossier puisque il y a un plan national une stratégie nationale qui a été lancée en mars. Ah, ça, je me souviens de ce truc-là. Voilà. Mais néanmoins, pour le moment, il n'y a rien de concret qui est sorti. Donc voilà, on attend un peu les mesures concrètes, mais je pense que c'est un sujet assez important. Bon, ce serait bien que ça avance. S'il y a un truc d'unanimité, c'est comme le deuil d'enfant, le congé pour deuil d'enfant, il y avait une unanimité, il faut avancer. Après, bon là, étant donné là, c'est intéressant de voir qu'il y a un véhicule législatif et que vraisemblablement, ça fait quand même consensus au sein des partis politiques. C'est lequel, le véhicule ? C'est une PPR. Oui, mais c'est une résolution. En fait, il aurait fallu le prévoir dans le financement de la sécurité sociale pour 2022. Tu vois, mais non, mais tu connais rien, Jean. Évidemment non, parce que ça peut être une mesure réglementaire en fait de l'inscrire en ALD. Donc en fait, c'est entre les mains du gouvernement. C'est entre les mains du gouvernement, donc c'est pas si compliqué. Mais faut combler. Oui, c'est parce que c'est. Mais ceci dit, le fait aussi de retarder la prise en charge et le diagnostic coûte énormément d'argent à la sécurité sociale. Ça aussi, à l'assurance maladie. Ça aussi, c'est un élément, un argument assez intéressant. Et pour finir, du coup, étant donné le climat politique, pas sûr qu'il y ait une unanimité autour du texte la semaine prochaine. Ce serait intéressant. Non, mais intéressant. Ouais, c'est un peu compliqué là, vu le bordel qu'il y a eu cette semaine. Je suis pas certaine que. Ouais, mais c'est un sujet qui. J'espère qu'ils feront quand même la part des choses. À suivre. Ça aurait de la gueule. Merci. Bravo. Non, mais bravo de parler de ça. C'est un sujet très important. Merci du coup, Léa, pour cette carte blanche. Merci à toi, Adèle. Adèle, ta première carte blanche. Ma première carte blanche. Moi, je suis un petit peu émue du coup. Et pour cette première carte blanche, moi, j'ai préparé quelque chose que je vais vous lire, parce que j'ai décidé d'aborder un sujet un peu confidentiel, un petit filmounet qui est sorti sur Netflix en toute discrétion avant Noël, Don't Look Up. Ça fait réfléchir, ça. Ouais. Ou Déni cosmique, c'est le titre québécois. C'est pas une chanson de Vanessa Paradis. Donc je vois vos yeux rouler dans vos orbites, n'est-ce pas Usul ? Parce que bien sûr, vous en avez beaucoup entendu parler de ce film, sauf si vous avez passé Noël dans une mine active ukrainienne à 30 mètres de profondeur pour préparer les championnats du monde de chat perché. Vous comprendrez plus tard cette référence.
Donc la sortie de Don't Look Up a fait beaucoup de bruit. C'est le 3e film le plus streamé sur Netflix. Ça veut dire qu'il a battu un record de viralité, le record du variant Omicron, qui était pourtant pas en reste. Alors pour ceux qui l'ont pas encore vu, plusieurs camps s'opposent fermement. Ceux qui ont envie de le voir, ceux qui refusent de le regarder par principe, pour pas céder à la pression de la pensée culturelle mainstream. Et ceux qui n'ont plus de code Netflix depuis que le Rex a changé le mot de passe et fermé le compte commun. Julie, c'était il y a 3 ans, tu pouvais anticiper. Mais bon, pour le définir, c'est un film catastrophe loufoque réalisé par Adam McKay, à qui on doit aussi Anchorman, Ron Burgundy pour les connaisseurs, The Big Short ou Vice, avec un casting assez sympatoche. On est sur du Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Kate Blanchett, même Ariana Grande, que des acteurs oscarisés. Après tout. À part Ariana Grande, mais Oui, quand même, pourquoi pas. tous étaient plus ou moins nominés aux Oscars. On est sur ce niveau-là. Donc pour ceux qui connaissent mal le cinéma américain, c'est l'équivalent des Tuches. Alors pourquoi tout le monde parle de Don't Look Up? C'est parce que le film raconte la galère de 2 scientifiques interprétés par DiCaprio et Jennifer Lawrence qui essayent d'alerter le monde entier qu'une comète s'apprête à pulvériser la Terre et qui font face au cynisme du monde politico-médiatique qui a d'autres urgences à gérer ou citoyens à emmerder. Et donc des spectateurs un peu affûtés y ont vu une allégorie de la crise climatique qui se joue actuellement sur notre planète et que nous nions, du verbe nier allègrement. Alors moi j'ai trouvé ce film intéressant parce qu'apparemment c'est quand même beaucoup plus efficace pour alerter des dangers du dérèglement climatique de faire un film sur Netflix plutôt que de laisser fuiter le rapport du GIEC en plein mois d'août en France. Plus efficace, oui. Apparemment. Et surtout, il met vachement bien en scène le rôle des gigantesques multinationales, notamment de l'industrie créative, dans la manipulation des masses et de la classe politique. Et le fait que ce soit Netflix qui nous éveille à cette prise de conscience m'a semblé assez rassurant. Ils nous manipulent, certes, mais en toute transparence. On pourrait leur retourner ce qu'ils nous disent tout le temps, c'est vous vous dites capitaliste et pourtant vous faites des films qui critiquent le capitalisme. Eux, ils nous font l'inverse. On pourrait leur faire ça. C'est la subversivité américaine, ça. Voilà. Alors, je voudrais aussi dire qu'on peut lire le film à plein de niveaux. Il semblerait que tout le monde y trouve son compte, au-delà même de la question écologique. Leonardo DiCaprio donc, joue le scientifique qui hurle dans le désert. Et il peut être à la fois perçu comme le porte-drapeau des pro-Greta, mais il est aussi un petit peu vu, je pense aujourd'hui, comme le représentant des médecins qui peinent à convaincre les gens qui ne sont pas vaccinés. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire si on le place du point de vue des no-vax, Léo, c'est Martin Blachier, tu vois. C'est à peu près ça l'équivalent. Il y a un petit air. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, en fait, ce film, c'est une bonne synthèse qui rassemble tout le monde de manière beaucoup plus efficace que tous les présidents du monde entier. Et du coup, je me demande si on ne devrait pas directement voter pour Netflix 2022. Ça nous simplifierait la vie. Donc, je ne vous ai pas... je vais un petit peu plus vite. Je ne vais pas vous raconter... Tout le film, non, mais je sais pas si. Non, c'est vraiment l'habitude du stand-up, genre, il me reste combien de temps? Je vais faire encore une blague. On attend. Non, mais alors je veux pas, parce que je veux pas trop éventer non plus le sujet, ni divulgacher. Ça, c'est pour notre auditoire jeune. C'est spoilé en vieux. C'est un bon gros film catastrophe satirique, mais c'est un film américain. Donc, comme je vous disais, c'est pas follement subversif. Et c'est pas subtil non plus, mais c'est bien fait, c'est assez rigolo. C'est truffé de références de politique américaine, donc on peut aimer. Et au pire, on passe pas un mauvais moment, voilà, sauf si on a peur de la mort. Auquel cas, c'est pas un super film. Mais sinon, vraiment, je recommande. Et puis, je pense que l'intérêt principal de Don't Look Up, c'est les conversations rigolotes que ça va générer avec vos amis. Parce que moi, hier, un pote m'a dit, et c'est véridique, j'ai fait mes recherches. Une météorite de 5-10 km de diamètre, jamais ça a détruit la Terre en entier. Alors, on en connaît tous. C'est quand même fou comme en 2 ans, on a vachement bien habitué les gens à avoir un avis sur des sujets qu'ils ne connaissent pas et à le donner en plus. Voilà. Donc ça, je crois qu'on appelle ça la jurisprudence chloroquine. 1 heure de lecture de Wikipédia et Sciences et Vie Junior et tu as un master comète. Tu vois. Autre chose à noter, les Verts se sont jetés sur ce film pour en faire des parodies. Je vous invite à aller voir la page Instagram de Yannick Jadot. Oui. Moi, je comprends pas bien le principe, du coup, parce que de faire une parodie d'un film qui est déjà une parodie de la situation actuelle de l'écologie par rapport au pouvoir en place, je sais pas, peut-être on arrête de parodier et on agit. J'en sais rien. On en parlera peut-être avec Cécile Duflot. Voilà, pour conclure, j'ai pas grand-chose
de plus à vous dire sur ce film, parce que, cas où vous ayez envie de le voir, je ne vais pas tout vous raconter. Mais quelle que soit votre décision, look up ou don't look up, je vous invite à garder cette autre phrase de mon ami hier en tête. C'est quand même un peu dommage que la prise de conscience écologique, ce soit grâce à Jennifer Lawrence, parce qu'elle est connue, parce qu'elle a joué dans Hunger Games, alors que on pourrait mettre à l'honneur des vrais gens qui bossent pour changer les choses. Donc voilà, c'est vrai. C'est un peu dommage, et c'est pour ça que je suis ravie d'être ici avec vous pour interroger les gens qui, en effet, changent les choses, je l'espère, en tout cas, comme vont nous le montrer nos 2 prochains invités. Merci Adèle, merci beaucoup, bravo pour cette carte blanche, merci beaucoup. Sur les niveaux de lecture du film, j'ai un copain qui m'a raconté qu'il a regardé avec ses parents et qu'à la fin ses parents lui ont dit putain c'est vraiment bien, non j'ai vraiment adoré le film, c'était sympa et lui il leur a dit mais vous avez compris que c'était une allégorie du changement climatique et là les 2 parents en même temps ils ont fait oh. Il a dit ah ouais vous êtes complètement passé à côté du film en fait. Donc voilà, donc effectivement regardez-le, montrez-le à vos vieux et surtout dites-leur. Merci encore une fois à toi Adèle. Usul, à toi. Sur Don't Look Up, je vais faire la transition. Vas-y. Ouais. Sur Don't Look Up, c'est vrai que on a regardé aussi, tout le monde a regardé ici, et c'est vrai que devant la gueule de la situation actuelle, le niveau des débats, la gueule des responsables politiques et de la gueule des médias, du paysage médiatique, ça paraît pas au niveau parodie, on aurait pu aller un cran au-dessus, quoi, parce que là, c'est presque même trop réaliste. On n'est pas dans la comédie qui pousse le truc à un point complètement débile, quoi. Non, c'est aussi débile que nous, pas plus. Et c'est peut-être pour ça que les gens font ah c'est comme nous. Oui, oui c'est comme nous, c'est juste comme nous d'ailleurs. C'est peut-être trop comme nous pour que ceux qui vont dire non, qui vont pas voir le film ou qui vont un peu passer à côté et qui vont dire non, ce film il est méprisant, il se moque, mine de rien, c'est toute cette partie de l'Amérique qui a voté pour Trump aussi, quelque part. Ce film chez nous, il fait un peu rigoler en mode c'est un peu convenu. Aux États-Unis, ce film peut être plus clivant finalement. Et on en revient à ce que je voulais vous conseiller de regarder sur le site d'Arte, c'est le docu qu'ils ont sorti de 52 minutes sur l'assaut du Capitole. Ça s'appelle l'assaut du Capitole. C'est sorti, je crois que c'est disponible depuis avant-hier ou hier sur leur chaîne YouTube. Et allez voir ça parce que on n'en a pas fini avec Trump. La Croix faisait sa une dessus aujourd'hui. Donald Trump, toujours en embuscade. Il y a une partie de l'Amérique qui, quand elle regarde aujourd'hui ce qui s'est passé au Capitole, se dit quoi ? Quoi ? C'est des citoyens. Après tout, cette élection a été volée. Etc. C'est-à-dire que quand tu ne crois plus au fondement des institutions, tu ne reconnais pas la légitimité du vote. Aujourd'hui, Joe Biden est allé faire un discours, précisément, on est le 6 janvier, c'est l'anniversaire, ça fait 1 an, cet assaut du Capitole. Joe Biden a fait un discours, il a beaucoup insisté sur la notion de vérité. Il a dit, sortir de l'ombre du mensonge pour aller vers la lumière de la vérité. Bon, c'est un peu, c'est un peu grandiloquent, mais parce qu'il fait référence à un mensonge très précis, c'est qu'il y a en effet une partie des États-Unis qui est persuadée que ce président a volé l'élection aux vrais Américains qui avaient voté pour le vrai candidat. Et donc, est-ce qu'on peut encore faire un pays comme ça avec ces gens ? En tout cas, il y a ce que certains spécialistes appellent un coup d'État à bas bruit qui se prépare, qui est en train de se préparer. 2024 va être crucial. Trump est en embuscade. Il a remplacé les gens qu'il fallait remplacer dans le système américain pour pouvoir avoir plus d'incidence la prochaine fois. Peu importe le résultat des prochaines élections, il va y avoir contestation ici, là. Et s'il a mis les bonnes personnes au bon endroit, ça peut tout à fait réussir. On peut tout à fait avoir un blocage complet du système électoral américain avec 2 personnes qui se déclarent vainqueurs, un truc hallucinant. Et puis regardez, ça nous fait réfléchir aussi parce que chez nous, il y en a un qui est en train de préparer ce même contre-récit en disant on va vous voler cette élection, il y aura de la triche, etc. C'est Éric Zemmour. Cette culture-là, trumpienne, est en train aussi d'arriver chez nous. Elle a le même terreau. Le même terreau ici, c'est aussi les réseaux sociaux, le fait de pouvoir vivre dans un monde parallèle où on réinvente tout, où tout est faux, où on ne peut plus croire en rien, ni en la pandémie, ni dans le résultat de quelque élection que ce soit. Et quand tu as dit aux gens que tout était faux, tu peux reconstruire un monde pour eux, qui leur plaise, etc. Et pourquoi pas détruire notre monde à nous et notre démocratie à nous telle qu'on la connaît, telle qu'on l'a pensée. Et finalement, est-ce que c'est pas ça, la météorite, qui va nous tomber sur la gueule et sur laquelle j'essaye d'alerter depuis longtemps. Et je passe pour quoi ? Je passe pour un fou ici. C'est exactement pas pareil. Ici, non, pas ici. On est dans Don't Look Up, ça fait trop réfléchir, je vais devenir le Joker. Voilà. Merci Jules. Merci. Tu es notre Léo.
T'as fait une carte blanche en lien avec la carte blanche d'Adèle, c'est vachement bien. Ça, si vous coordonnez en même temps avant l'émission, ça j'adore. Ça, moi je suis super content. Bah bravo, merci. Moi alors, du coup une carte blanche qui est en lien avec rien du tout, c'est juste pour vous annoncer que dimanche je serai sur France Inter à partir de maintenant le dimanche dans une émission à 18h10, une nouvelle émission de France Inter qui va arriver. 18h10, une émission présentée par Claire Servagent qui va s'appeler Un dimanche de campagne de 18h10 à 19h sur France Inter où on va analyser avec pas mal de gens autour du plateau l'actualité politique et j'aurai une séquence spécialement pour moi sur la campagne sur Internet, la campagne numérique, que ce soit celle des candidats ou celle des citoyens, ce qui se passe sur Internet. Et elle va s'appeler Au like citoyen, cette séquence. J'assume ce titre un peu naze. On est co-responsable avec Cyril Lacarrière. On en a parlé avant l'émission. Ouais, c'est pas... Non, voilà. mais oui, mais ils aiment bien ça. Faut rappeler que France Inter, c'est des vieux qui écoutent. Oui, mais c'est moi qui l'ai proposé, donc c'est pour ça que je l'assume. Je peux pas dire que ils m'ont imposé. Non, ils m'ont consulté, ils m'ont dit qu'est-ce que t'en penses et tout. Ils avaient imaginé pire, donc ce que j'ai vu, mais voilà. Donc écoutez Inter, c'est une radio Inter pour ceux qui savent pas, c'est comme un podcast mais en direct. Enfin, vous verrez, demandez à vos parents, ils vous expliqueront. Donc voilà.